Ce vendredi 14 juillet 2023, à 11h29 précisément, après les avions, les armées étrangères mises à l'honneur, l'Inde et les forces africaines partenaires de la France au Sahel, puis les troupes à pied, 28 aéronefs à voilure tournante survoleront à 120 mètres d'altitude l'axe La Défense-La Concorde. 7 km qu'ils parcourront à la vitesse de 170 km/h environ pour un passage au-dessus de la tribune présidentielle qui sera programmée à la minute près. Ce défilé des hélicoptères est organisé en 6 tableaux, dont l'avant-dernier composé de 5 appareils de transport de l'armée de terre, 2 Cougars et 3 Caïmans, un bloc intitulé Opération d'envergure, dans lequel Valeurs Actuelles était embarqué. Une occasion pour notre magazine d'être immergé pour quelques heures dans le petit monde des pilotes et mécanos de l'aviation légère de l'armée de terre, l'ALAT. Le défilé du 14 juillet est une mission très particulière pour les équipages de l'ALAT. C'est à la fois un moment privilégié, mais aussi un vol très technique, comme nous l'expliquent les officiers du 3e régiment d'hélicoptères de combat. Tout d'abord, le 3e régiment d'hélicoptères de combat, donc, que je commande depuis à peu près un mois et demi, parce que j'ai un train de mes fonctions à éteint, a été désigné en fait, par la brigade d'aérocombat, donc c'est l'entité au-dessus de nous, comme leader du défilé du 14 juillet. Donc déjà, moi je tenais à dire que pour nous, c'était une réelle fierté. L'objectif aussi, c'est de présenter l'ensemble des hélicoptères sur lesquels l'armée de terre vole, montrer en fait, tout ce qu'on emploie, que ce soit sur le territoire national ou en opération. Du coup, pour les paramètres de vol, en fait, toutes les machines vont se présenter à peu près 150-160 km/h, en devant varier leur vitesse en fonction des aéronefs qu'ils auront devant eux, et à peu près 200 mètres. Comme vous l'avez certainement vu, ce n'est pas seulement le 3e régiment d'hélicoptères de combat qui défile, ce sont tous les aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre. Donc nous devons tous nous coordonner. Donc c'est un véritable défi pour intégrer tout le monde. Et ensuite, il y a un véritable défi pour, comme je l'ai dit, répondre présent et arriver à la seconde près sur l'emplacement qui nous a été désigné en haut des Champs-Élysées. Et cela, ça passe par une préparation minutieuse, comme si nous nous préparions à une mission opérationnelle de haute intensité. Pour résumer, moi je dirais que en parallèle de la fierté, en fait, c'est un défi, c'est une forme de pression, une pression qui est saine. Tout d'abord parce qu'on se présente devant les Français et devant le président de la République. Et je pense que la contrainte principale, comme en aéronautique, ça sera soit la météo, soit la maintenance. On a la chance d'avoir la météo de notre côté. En termes de maintenance, on a des appareils qui sont particulièrement disponibles. Au-delà de tout ça, c'est vraiment de la préparation de mission. On nous demande d'être précis, de passer au-delà des tribunes à plus ou moins une seconde. C'est comme toute mission, ça se prépare, ça s'exécute et derrière ça se débriefe. Avant, fixe! Bonjour à tous, je serai assez bref parce que vous avez quelque chose de très important qui vous attend. C'est votre unique répétition. Donc pour avoir été à votre place il y a quelques années en tant que commandant unité, je sais quelle pression il y a à la fois sur le CDU, à la fois sur vous tous. Donc profitez de cette répétition pour bien vous calibrer. Donc on fait attention à la sécurité, à l'espacement, au temps de passage. À l'issue de cette répétition, une fois que vous êtes tous posés, ça fera l'objet d'un débriefing à chaud. Ça va nous permettre un petit peu de recaler sur le visuel et le rétex là-dessus. Vous êtes dans les mains du capitaine Thomas. Profitons de cette unique répétition, ça sera la seule. Donc bonne répétition à tous. Je vais vous faire juste un petit déroulé du briefing. De toute façon, nous avons préparé ensemble les éléments. C'est juste pour vous redonner la situation. Pour commencer, la partie météo, donc on a une météo favorable. On aura un léger vent sud-ouest de 10 à 20 nœuds. Le but, ça va être de travailler le timing et tout ce qui est positionnement, placement dans les patrouilles pour faire un débriefing et voir si tout est bien net pour le jour J. Vous connaissez les procédures et les protocoles sont inchangés pour l'instant, donc on part sur du conforme. Priorité à la sécurité, attention au vol en patrouille pour les formations, et ensuite la mission sera terminée une fois que tous les hélicos seront posés ici, histoire de faire le débriefing par la suite pour voir les petites coquilles et ce sur quoi il faudra qu'on travaille.
Depuis quelques années, la LAT est entrée dans une phase de renouvellement complet de sa flotte d'appareils. Qu'il s'agisse de l'hélicoptère de combat Tigre ou bien de l'hélicoptère de manœuvre Caïman, les nouvelles machines sont au top de la technologie occidentale. Quelles fonctions ou missions nouvelles peuvent-elles remplir? Les 3 régiments d'hélicoptères de combat, donc que ce soit Phalsbourg, Pau ou Étain, donc le régiment que je commande, sont des régiments où vous avez 2 types de grandes composantes, donc des hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, type Gazelle ou Tigre, ou des hélicoptères de manœuvre et d'assaut, type Puma, Caïman, Cougar ou Caracal. Donc à Étain en particulier, nous on a l'hélicoptère Gazelle, qui est un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque, l'hélicoptère Puma, donc qui est un hélicoptère de manœuvre et d'assaut, et l'hélicoptère Caïman, devant lequel je me trouve. Comme vous le voyez, en fait, nous sommes tous de l'armée de terre, on est avant tout des combattants. Pour nous, en fait, on est tous des passionnés d'aéronautique, mais l'hélicoptère en fait est un moyen qui contribue aux effets de l'armée de terre sur le terrain. Et donc c'est aussi pour ça que l'aviation légère de l'armée de terre a fait évoluer son parc vers des machines de nouvelle génération, parce que demain le combat, et même aujourd'hui, est un combat de haute intensité, et que dans un scénario de haute intensité, vous avez besoin de machines modernes, vous avez besoin de machines qui vont plus loin, plus vite, et qui peuvent du coup contribuer à la manœuvre avec justement des vecteurs beaucoup plus modernes. Je suis donc le responsable de la préparation opérationnelle au 3e régiment d'hélicoptères de combat, et cela signifie que l'on doit se préparer quotidiennement à un engagement de haute intensité. Et pour nous, l'objectif, c'est d'être capable de nous infiltrer de nuit comme de jour, quel que soit le temps et le lieu, assez loin. La technologie de pointe génère cependant des contraintes nouvelles, maintenance accrue pour les mécanos, charges cognitives supplémentaires pour les pilotes. Si je devais répondre de façon simple, je dirais que certes le vecteur en fait devient de plus en plus technique et de plus en plus moderne, mais il est là surtout pour apporter une aide au pilote et décharger du coup un petit peu tout ce qu'il devra faire pendant sa mission pour qu'il puisse se concentrer sur la mission en elle-même, la navigation, la gestion de la patrouille ou du module selon le type d'engagement. Combien de pilotes la LAT recrute-t-elle par an? Faut-il avoir aujourd'hui des qualités hors du commun pour piloter ces machines modernes? Ou ce métier reste-t-il finalement à la portée de tout jeunes motivés? On est sur à peu près un flux de 35 officiers sous contrat pilote. Donc ce sont des gens à qui on propose un premier contrat. Ils s'engagent au titre de l'armée de terre. Et donc dans le cadre de leur formation, on leur propose une formation générale. Donc ils vont tous passer par Quad-Quidan. Et c'est que après cette formation qu'ils vont rentrer chez nous. Commencer par l'école de formation ADAX, où ils vont apprendre à piloter un hélicoptère de jour, de nuit, en montagne, en campagne, avec des jumelles de vision nocturne. Et une fois qu'ils auront cette qualification, ils vont venir au LUC se spécialiser sur leur système d'armes qui pourrait être soit des hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, soit des hélicoptères de manœuvre et d'assaut. Bon, j'avais des gens qui, en tant que pilote, étaient Bac plus 5, 30 ans, 32 ans en recrutement, qui avaient été chefs d'entreprise, ingénieurs en aéronautique. Mais j'avais aussi des gens qui avaient le bac, qui n'avaient aucune expérience professionnelle et qui, en fait, du haut de leurs 18 ans, sont rentrés dans un CIRFA, ont eu l'agrément technique pour être pilote et se sont engagés et en fait donnent toute satisfaction. Je pense vraiment que ces nouvelles générations en fait, sont aussi bien capables de s'adapter et je le vois, la population qui aujourd'hui a 20 ans n'a vraiment aucun mal à appréhender une machine qui est certes très impressionnante, mais en fait où toute la formation est faite pour aider le pilote à sortir breveté pilote d'hélicoptère de combat dans l'armée de terre. Voilà, on est dans le pattern. À gauche, plus avions. Parlez à gauche, ouais. Départ à la défense, ouais. La guerre de haute intensité en Ukraine se caractérise notamment par l'utilisation exponentielle des manpads, ces fameux missiles portatifs solaires très courte portée, mais aussi des drones de toutes sortes dans le ciel. N'est-ce pas un frein à l'emploi des hélicoptères? Quelles leçons en tirent les pilotes de la LAT pour leur entraînement? Nous là-dessus, c'est quelque chose qu'on pratique depuis longtemps. Moi j'ai fait mon école de guerre aux États-Unis auprès du Marine Corps à Quantico et je pense que s'il y a bien une nation qui a ce point commun avec la France, le fait de pratiquer l'aérocombat, c'est bien les Américains, c'est-à-dire que notre façon de voler, la façon dont on s'entraîne et donc la façon dont on est capable d'être projeté, c'est vraiment dans un scénario de haute intensité. La façon dont les hélicoptères ont été employés en Russie ne sont pas la façon dont les hélicoptères sont employés en France. On pratique ce que nous on appelle l'aérocombat, c'est-à-dire que, comme vous le dites, le manpad est une menace. On a des dispositifs d'interdiction qui en fait, sont menaçants pour nous. Et donc on s'en affranchit à travers à la fois la pratique du vol tactique et surtout on a des hélicoptères de nouvelle génération qui eux en fait ont des systèmes d'autoprotection qui n'ont rien à voir en fait avec le
l'ancienne génération. Que ce n'est pas la première fois que nous nous préparons à la haute intensité. En fait, depuis l'école, nous nous entraînons à la haute intensité. Et la spécificité de la LAT, c'est son vol tactique. Et c'est ce que nous préparons et nous nous entraînons au quotidien. Et à mon niveau, moi, le but, c'est bien de décliner cela au niveau du régiment, des exercices de niveau régimentaire, en intégrant toutes les menaces qui peuvent nous être opposées, type les manpads, la menace solaire, toutes ces menaces qui fait qu'on pourrait ne pas pouvoir pénétrer dans la profondeur telle que c'est notre mission. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la qualité de cet entraînement à travers des entraînements tactiques, des exercices avec beaucoup d'aéronefs. Justement, sur le lien entre les hélicoptères et les drones, moi je reprendrai en fait les propos du général Meyer, qui est le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à mon avis, de dichotomie entre ces deux mondes. Les drones peuvent tout à fait être employés soit sur des missions de flanc-garde, soit sur des missions d'appui au contact, une fois que l'aviation légère de l'armée de terre a fait le travail sur le gros de l'échelon. Donc pour nous, le vol habité et non habité n'est absolument pas opposable, c'est même complémentaire. Dans les scénarios de demain, est-ce que c'est envisageable? La réponse est clairement oui.